La chirurgie. Au cœur du bloc opératoire, ce qu'elle soigne, ce qu'elle réalise pour chacun d'entre nous, partout sur la planète, elle le doit bien sûr à sa propre évolution. Mais la chirurgie d'aujourd'hui ne serait rien sans une autre spécialité, moins exposée, fascinante, moins prestigieuse, l'anesthésie. L'anesthésie, c'est un processus que l'on provoque, que l'on décide. On y va maintenant. Moi, je reste encore fasciné par cette espèce de capacité de faire perdre la conscience d'un individu et de la récupérer aussi rapidement qu'elle a disparu. Ça, c'est un élément, je dirais, qui est propre à ce métier, qui reste tout aussi fascinant. Troublant, on va dire. Ouais, assez troublé par l'effet on-off de ce qu'on donne aux patients et des effets évidents, immédiats. L'histoire moderne de l'anesthésie s'est construite de défi en défi en près d'un siècle et demi. Un temps pas si ancien où la chirurgie sans douleur n'existait pas. Dans un sens, on connaît des produits qui endorment, qui permettent de surpasser une douleur depuis longtemps. Il y a des produits comme l'opium ou d'autres produits assez forts qui sont, sinon maîtrisés, du moins exploités à différents moments. Ça me semble être une base de connaissances qui a pu être mobilisée à différents moments. Mais de façon intéressante, ça n'a jamais été vraiment un objectif premier avant le 19e siècle que de pouvoir se départir de la douleur à des moments spécifiques, comme dans des cas d'opération. Avant, le chirurgien devait aller vite, tout n'était pas minutieux. Il opérait, certes, mais il y avait des complications, il y avait peut-être des choses qui ne tenaient pas. Et puis on a permis aux chirurgiens de prendre le temps pour faire une bonne chirurgie et puis surtout de travailler dans le calme, parce que je pense que de travailler avec un patient qui hurle, ça ne doit pas être facile pour le chirurgien. Pour l'histoire de la médecine, il y a un avant 1846 et un après. Le 16 octobre de cette même année, le docteur Morton, dentiste, réalise à Boston la première anesthésie à l'éther pour l'exérèse d'une tumeur au cou sur un jeune patient, opéré par un chirurgien renommé, le docteur Warren. Les chirurgiens se sont dit qu'il faut qu'on trouve des moyens pour permettre notre acte. Donc ce sont vraiment les chirurgiens qui ont, au départ, initié cette recherche de suppression, finalement, de la conscience et de la douleur. Et donc la première démonstration d'anesthésie a été faite par un dentiste de Boston qui s'appelait Morton pour un chirurgien qui opérait une tumeur du cou devant un auditoire. Des débuts prometteurs, mais aussi risqués. L'anesthésie offre de nouvelles perspectives. Les accidents ne manquent pas, même pour les chirurgies mineures. C'était une activité très à risque, il y a eu des accidents retentissants. Ça reste un peu dans le conscient, on va dire, collectif. Les patients sont souvent presque plus anxieux de l'acte anesthésique que de l'acte thérapeutique, chirurgical. On recueille encore aujourd'hui, finalement, une part de l'histoire. En 1856, Genève accueille son premier hôpital cantonal. 3 ans de travaux, 320 lits et une salle d'opération. Genève entend ainsi soigner sa population dans les meilleures conditions, mais Genève entend aussi compter dans la recherche médicale pour exister et s'imposer en Europe et dans le monde. Le fait d'être à Genève, je pense que c'est plutôt à l'origine, le prestige genevois. Les Genevois se voient comme des scientifiques, des chercheurs depuis le XVIIe siècle. Il y a toute une tradition qui est à la base en marge de la faculté, de l'université elle-même. L'académie était plutôt une école pour former des théologiens jusqu'au XIXe siècle. Et l'université et la faculté de médecine ont repris un peu cette idée de prestige qu'on vend très bien lorsqu'on crée la faculté. On va convaincre des parlementaires de voter des budgets, notamment en s'appuyant sur le fait que Genève est un lieu de prestige. Le Genevois est plutôt un intellectuel, un chercheur, et donc il faut des moyens pour que Genève
réalise ses propres ambitions. Gustave Julliard, chirurgien genevois, vient de donner son nom au nouveau bâtiment des lits des hôpitaux universitaires de Genève. Un bâtiment ultramoderne où toutes les technologies de pointe se confondent. Gustave Julliard est avant tout l'un des pères de la faculté de médecine de Genève, fondée en 1876. Gustave Julliard, c'est une figure assez ambiguë au vu de l'histoire de la médecine à Genève, dans la mesure où c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui a été formé à Paris, qui est revenu avec l'idée qu'il pourrait faire quelque chose à Genève, mais paradoxalement, le modèle qu'il met en place à Genève, c'est pas un modèle parisien, c'est un modèle allemand, parce qu'il va essayer de vendre l'idée qu'on peut faire une université dans une ville de petite taille. Donc, il vient à Genève et il a plutôt la conviction, c'est ce qu'il va vendre, qu'à Genève, il y aura assez de cadavres pour faire des anatomies et donc enseigner l'anatomie aux étudiants. Et c'est ça le message qu'il porte avec lui, avec des alliances qu'il aura du point de vue des radicaux, qui vont lui permettre de lancer vraiment un programme qui sera de transformer l'Académie de Genève en université. Préoccupé par l'anesthésie et ses perspectives, Gustave Julliard met au point la technique d'éthérisation, plus sûre que celle du chloroforme, et invente un masque que l'on retrouve aujourd'hui dans la littérature sur l'histoire de l'anesthésie. On a eu donc un chirurgien, le professeur Julliard, qui a fondé la faculté de médecine, qui s'est formé à Paris et qui a appris à anesthésier avec le chloroforme, parce qu'à l'époque, on avait trouvé l'éther et on avait trouvé le chloroforme. Donc lui, l'école parisienne, c'était le chloroforme. Et finalement, comme il a vu que le chloroforme avait des complications, il y avait des syncopes mortelles, il s'est intéressé à un autre gaz qui était l'éther et il a développé de façon sûre l'anesthésie à l'éther. Il a même inventé un masque qu'on appelle le masque de Julliard, qu'on trouve dans les livres d'histoire d'anesthésie. Donc voilà, ça c'est la contribution de ce professeur à l'anesthésie genevoise. Devant les dangers et les risques de l'anesthésie générale, Gustave Julliard exprime que l'anesthésie doit toujours être donnée par une personne capable, qui ne fera que cela et qui ne s'occupera que de cela. C'est le début de la fin du mélange des genres, une évidence qui mettra pourtant du temps à s'imposer. Je pense qu'au départ, il y avait quand même peu de médicaments. L'anesthésie, ça restait quand même assez simple. C'était essentiellement l'anesthésie à l'éther. Je pense qu'au début, l'anesthésie était un peu... même si ça a été une invention très importante et qui a permis l'essor de la chirurgie, ça n'intéressait pas beaucoup. Elle a été dévolue aux chirurgiens, mais les chirurgiens ne s'y intéressaient pas beaucoup. Et ils la laissaient faire aux derniers venus, certaines infirmières qu'on appelait les narcotiseurs. Mais ce n'était pas leur priorité. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses avancées sont réalisées. Nouveaux masques, nouvelles machines d'anesthésie, nouveaux moyens de contrôle des voies aériennes comme l'intubation endotrachéale, ventilation à pression positive et développement de médicaments hypnotiques intraveineux ou inhalés plus sûrs. 100 ans après ses premiers pas, l'anesthésie ouvre une nouvelle voie avec l'usage des curares. C'est en 1942 qu'Harold Griffith utilise le curare en clinique pour la première fois. Aujourd'hui, les curares font toujours partie intégrante de la pharmacie anesthésique moderne. Les grands conflits mondiaux, les guerres, avec toutes les blessures qui les accompagnent, ont généré en tout cas un développement de l'anesthésie. Alors sur le développement de la spécialité de l'anesthésie, ça a été incontestable, c'est l'après-guerre, simplement parce que le développement des produits nouveaux comme le Pentotal, les curares, sans une surveillance, sans une médicalisation et une compréhension de l'effet de ces produits, a généré la naissance de l'anesthésie. Je crois que ça, c'est incontestable. Les progrès de l'anesthésie marquent le pas en Europe, à la différence des pays anglo-saxons où la narcose est devenue une spécialité médicale à part entière. Le professeur Albert Jenser, à la tête du service de chirurgie de l'hôpital cantonal de Genève, réalise avec ses équipes près de 1500 opérations chaque année, avec un taux de décès dépassant les 8%.
C'est vrai que c'est le professeur Jenser qui a été aux États-Unis, qui a ramené toutes ses connaissances et qui finalement s'est rendu compte que lui ne pouvait pas assurer toute la charge de l'anesthésie et qui a voulu médicaliser l'anesthésie. À partir de 1948, c'est là qu'il y a eu plusieurs débats au niveau de la direction de l'hôpital, engendrés par un chirurgien qui s'appelait Jenser, et qui a essayé de convaincre les gens qu'il fallait que l'anesthésie se médicalise et qu'il fallait que des gens soient formés qu'à ça et puissent développer cette branche. Il avait été en 1948 aux États-Unis, il avait été frappé à quel point ce domaine était avancé et n'était pas dans les mains d'infirmiers, mais était entre les mains de médecins. Et c'est lui qui a essayé de convaincre la direction d'envoyer des gens se former ou faire venir des spécialistes anesthésistes anglo-saxons. Et ensuite, une fois que ça a été fait, eh bien, il fallait trouver une personne, un médecin, c'est un chirurgien, d'accord de continuer et de fonder un service d'anesthésie. Ce qui nous a frappé lors de nos recherches, c'était ces deux personnes. C'était donc le professeur Jenser, un chirurgien qui a vraiment poussé à ça, et puis le premier médecin anesthésiste qui était le docteur Junot, Marcel Junot, qui a été le premier chirurgien qui après plusieurs discussions, a fondé le service d'anesthésie à Genève. Il a été le premier chef de service de la division d'anesthésiologie de l'hôpital cantonal. Suite au plaidoyer de Jenser face à la direction des hôpitaux, il a été d'accord d'être nommé chef de service. C'était un médecin qui travaillait beaucoup avec la Croix-Rouge, qui a fait beaucoup d'humanitaire et qui avait choisi sa spécialisation d'anesthésiste un petit peu par dépit. Il était chirurgien à la base et puis finalement il a dû se faire opérer au niveau des jambes, ce qui lui empêchait de pratiquer sa profession de chirurgie debout toute la journée. Et donc, il avait opté pour l'anesthésie dans ce contexte-là, pour une impotence fonctionnelle. Et c'était un médecin qui était dévoué à ses patients, qui était dévoué à son métier, et qui a donc accepté de prendre en charge le service d'anesthésie, et qui est mort prématurément, des suites d'une complication cardiaque, mais qui a quand même réussi à, je pense, transmettre cette vivacité d'esprit et cette nécessité technologique de par son expérience. Le docteur Junot a créé un département d'anesthésie. Je suis entrée dans ce département grâce à la revue jaune, c'est-à-dire la revue des médecins, où il avait mis un article demandant des internes pour la création de ce service d'anesthésie. Et c'est comme ça que je suis entrée à l'hôpital. Donc comme apprentie complète, parce que j'avais jamais fait d'anesthésie. Et au fond, j'ai commencé avec lui. C'est lui qui m'a enseigné. Alors, ce qui m'a beaucoup manqué, c'était les documents. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment... Oui, j'ai eu 1 ou 2 livres, mais enfin, c'était vraiment pas très... ça ne permettait pas de se former, disons. Donc, je me suis beaucoup formée en salle d'opération. En 1964, le docteur Marcel Guimperlé prend la tête du service d'anesthésie de l'hôpital cantonal de Genève et négocie en interne l'obtention de moyens humains pour développer son service et accompagner l'augmentation spectaculaire du nombre d'anesthésies à Genève, qui passera de 3 900 en 1960 à plus de 15 000 en 1969. Un développement qui passe aussi par des équipements de plus en plus performants et de nouvelles pratiques qui bénéficient des dernières avancées de la recherche. Des évolutions qui ouvrent aussi de nouvelles perspectives en chirurgie. En 20 ans, à la tête de son service, le professeur Guimperlé a transformé et construit un dispositif en phase avec son époque et les attentes de chacun. Je me rappelle de l'arrivée de M. Guimperlé. Il est rentré en habit militaire, en tenue militaire, avec les bottes, dans le bloc. J'étais là par hasard et je lui ai dit « Monsieur, on ne rentre pas comme ça dans un bloc opératoire. » « Ah, je suis dans le bloc ?» J'ai dit « Oui, alors la porte est là. » Et c'est comme ça que le professeur Guimperlé est arrivé à Genève, où il y avait évidemment tout à faire. C'était une époque, comment dirais-je, c'était
tumultueux parce que le personnel, les personnels même, les médecins, avaient un petit peu la crainte de quelqu'un, surtout venu de Suisse allemande, qui allait serrer les boulons. C'est ce qu'on pensait. Ils ont été serrés, effectivement. Et puis, le professeur Guimperlé a eu, évidemment, une évolution que je dirais difficile pour vraiment installer l'anesthésie et comment dirais-je, l'anesthésie en tant que science d'une part, mais aussi en tant qu'acteur dans la chirurgie. Moi, je ne l'ai pas connu, malheureusement, mais j'ai presque toutes les semaines quelqu'un qui me dit « Ah, mais toi, tu n'as pas connu Guimperlé, hein ?» Malheureusement, je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'il a été un personnage clé et les gens parlent de lui avec respect. Les anciens médecins adjoints qui sont là depuis des années parlent du professeur Guimperlé comme de la personne qui a su monter un service en pleine croissance et en pleine croissance rapide et intense. J'ai rencontré le même jour, quand je suis venue, immédiatement j'ai rencontré Dr Guimperlé. C'était fantastique. Pendant ce discours, on parlait allemand, parce que moi, je ne savais pas parler français. Et lui, il préférait allemand aussi. Et quand je lui ai posé la question, quand je pourrais commencer à travailler, s'il est d'accord dans cet hôpital, il m'a répondu « demain ». Ça c'était... Je ne l'ai pas connu avant, mais c'était son style. Il a dit comme ça. On n'avait pas des horaires. Hein. Quand il y avait, quelquefois on finissait à minuit, hein, les personnes s'inquiétaient, hein, vous partez à la maison, le lendemain vous venez, il n'y avait pas d'exercice, il n'y avait rien. Hein. Mais c'était comme ça. Moi, dans l'époque, on faisait 48 heures de garde. Hein. On était à l'hôpital. Marcel Guimperlé a été probablement le médecin qui a contribué à l'organisation, compris aussi que la chirurgie et l'anesthésie étaient très liées, mais que l'anesthésie était une discipline à part entière. Et il s'est longuement battu pour que finalement le service d'anesthésie naisse et se sépare finalement du service de chirurgie. Et ça, il a obtenu ça simplement au début des années 90. Hein. Il a obtenu vraiment la reconnaissance du service d'anesthésie juste avant son départ, juste avant l'arrivée de François Clergue. Marcel Guimperlé avait déjà prévu la sectorisation du service, un service structuré par des secteurs en interface avec les activités chirurgicales spécialisées dans ces différents domaines, l'anesthésie pédiatrique, l'anesthésie obstétricale. Donc ça, c'était un élément que je trouvais extrêmement enthousiasmant dans la mesure où Marcel Guimperlé l'avait déjà fait, avait déjà sélectionné un certain nombre de médecins cadres. Et là, j'ai pu m'inscrire totalement dans la poursuite un petit peu de ce qu'il avait déjà entrepris. J'ai tout prévu ça dès le départ. Uniquement pour vous dire un tout petit peu, vous connaissez le service comme il est aujourd'hui. Il est beaucoup plus grand au point de vue personnel, mais la structure est la même. La structure, j'espère, elle est encore la même. On m'a toujours dit c'était encore la même. En 1996, le professeur François Clergue devient le chef du département d'anesthésiologie, de pharmacologie et des soins intensifs des hôpitaux universitaires de Genève. Sa priorité, les concepts de sécurité et de qualité, et un objectif affiché, une fiabilité maximum. Le professeur Clergue instaure le premier système de déclaration d'incident, un changement de paradigme pour plus de transparence et de sécurité. On était en médecine dans un paradigme où l'erreur était vécue comme devant être punie. C'était le mauvais chemin qu'on avait emprunté qui expliquait l'erreur. Et ce que l'on savait des autres domaines industriels qui géraient le risque avec des risques faibles, c'est que quand on est à des risques qui sont plus faibles qu'un accident grave pour 10 000 expositions,
on doit changer de paradigme. Le paradigme de mettre la pression sur les opérateurs pour dire « faites attention, ne vous trompez pas », ne suffit pas. Et donc, il faut changer de paradigme pour dire, au fond, l'erreur, d'abord, doit être comprise, mesurée, et n'est pas forcément la responsabilité seulement de l'opérateur, mais peut être les responsabilités peuvent être partagées sur l'ensemble du système. C'est sûr que cette démarche qualité, je pense qu'elle a beaucoup apporté. Elle a permis à des gens de dire ce qui s'était passé sans avoir l'impression qu'on allait les juger et dire c'est n'importe qui ce gars ou cette fille. Non, je pense que ça a beaucoup aidé. J'ai bien aimé me confronter à ça. Je pense qu'au départ, c'était un petit peu difficile de se mettre dans ce contexte-là et de comprendre que finalement, c'était dans un but d'amélioration. Bon, on avait l'impression de faire notre travail d'une façon très sécuritaire. Et quand on nous a imposé les checklists au bloc opératoire, au départ, c'est pareil, ça a été vécu, c'était une surcharge de travail. Et puis finalement, maintenant, on ne pourrait plus s'en passer, quoi. Maintenant, ça devient vraiment la routine et c'est vrai que c'est très important, quoi. Même si ça a été difficile au départ, maintenant, c'est complètement accepté. Le fait que les erreurs, les difficultés sont des sources de connaissances, sont des sources d'apprentissage, et ne pas simplement cacher les difficultés sous le tapis et de simplement personnaliser, trouver un responsable et puis ça n'arrivera plus, c'était le contraire. Et ça, c'était une évolution fantastique qui m'a beaucoup enthousiasmé. La sécurité anesthésique devient prioritaire ailleurs aussi dans le monde. Dans les années 80, l'anesthésie causait 1 décès pour 10 000 procédures. En 2010, 30 ans après, ces chiffres affichent une progression très significative, avec 1 décès pour 150 000 procédures. Dans un hôpital universitaire, l'anesthésiste, il ne doit pas faire tout. Il ne peut pas s'occuper des grandes opérations du cœur et le lendemain endormir un petit bébé. Ça devient dangereux. C'est comme le chirurgien. Le chirurgien il est aussi spécialisé. Le chirurgien viscéral, il ne fait pas de temps en temps un peu de l'orthopédie pour s'amuser. On sait un peu quels sont les imprévus qu'on peut attendre et on a développé des comportements, des algorithmes. On l'apprend déjà maintenant aux jeunes dans le simulateur. Et donc c'est vrai qu'on a un métier où tout à coup on peut être en présence d'un imprévu, d'une urgence, d'une difficulté. Et c'est un peu comme dans l'aviation. C'est comme le pilote qui a tout à coup un réacteur qui tombe en panne et qui a un certain nombre de procédures qu'il doit faire pour sauver l'avion. L'induction de l'anesthésie, ça serait le décollage. Après, il y a la période de vol où le copilote, c'est-à-dire nous, souvent, c'est nous qui surveillons l'anesthésie. Et puis l'atterrissage, qui est le réveil du patient. Au moment où le pilote met les gaz et au moment où l'anesthésiste pousse le médicament intraveineux qui va induire l'anesthésie, le processus est un peu le même. Il faut qu'on soit sûr que tout a été fait pour que tout se passe bien un peu. Imaginez la chose suivante. Le patient et son ego existent parce qu'il a son cerveau qui donne la conscience. Vous, comme anesthésiste médecin, vous rendez le patient inconscient en l'endormant et vous prenez son ego dans votre main. C'est-à-dire que le patient confie son existence à une autre personne qui est le médecin anesthésiste. Il n'y a pas une autre profession qui fait ça. Ce sont des contextes très stressants quand on vraiment va regarder un petit peu plus loin ce que c'est qu'un acte anesthésique. On a des patients, par cet acte-là, on les met dans une situation très en lien avec la vie et la mort. L'autre parallèle que l'on fait, c'est dans un cockpit d'avion, il y a un pilote et un copilote. Et pour l'anesthésie, il y a le médecin et l'infirmier anesthésiste. Donc c'est en gros le pilote et le copilote aussi de l'anesthésie. C'est un couple qui fonctionne, mais ce fonctionnement n'est pas automatique. Ça se travaille. Ça se travaille. Et on grandit ensemble. On trouve ça, par exemple, chez les obstétriciens et les sages-femmes.
c'est un peu similaire. Aux soins intensifs, c'est aussi un peu similaire avec les médecins et les infirmières spécialisées aux soins intensifs. Et chez nous, ce couple, ce binôme est très fort. Et ça fonctionne, si ça fonctionne bien, c'est excellent. Mais ça se travaille. Aujourd'hui, l'anesthésie n'est plus seulement une discipline de l'ombre, confinée au bloc opératoire. L'anesthésie s'ouvre et se déploie hors du bloc opératoire. Les actes de soins sous anesthésie sont de plus en plus nombreux. Une nouvelle ère qui la place désormais au devant de la scène. C'est peut-être l'évolution la plus marquante, la plus importante ces derniers 10 ans. C'est ce que nous appelons l'anesthésie hors bloc. Alors maintenant, on se retrouve dans un autre environnement et le chirurgien n'est pas un chirurgien, mais un gastroentérologue qui fait une colonoscopie, ou c'est un cardiologue qui remplace une valve par percutanée avec ses cathéters. Il n'ouvre pas le thorax. Alors on se trouve aussi dans une salle d'opération, mais c'est une autre salle, c'est une salle d'intervention, ou on peut appeler ça comme on veut. Alors nos partenaires ont changé. Il y a les radiologues, il y a les pneumologues, les cardiologues, les gastroentérologues. Et toutes ces interventionnels hors bloc, ensemble, ont un impact important sur notre fonctionnement, absolument. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut adapter finalement l'acte anesthésique aux besoins de l'acte chirurgical ou diagnostique finalement. Donc on peut faire de l'anesthésie rachidienne, donc, ce qui est très connu par exemple à la maternité, la péridurale, on va endormir finalement le bas du corps. Et la rachianesthésie, c'est une deuxième technique qui est un tout petit peu différente, mais qui revient à peu près au même. On endort la partie basse du corps. Et puis après, on a tout ce qu'on appelle les blocs périphériques. Donc là, on va agir sur un nerf ou sur un groupe de nerfs pour endormir vraiment un membre, un seul membre ou une partie d'un membre. Si on regarde l'anesthésie générale, déjà là, on peut différencier certains niveaux d'anesthésie. C'est-à-dire qu'on peut vous endormir, mais vraiment très légèrement, pour que finalement votre conscience soit juste limitée, on va dire, jusqu'à un sommeil très profond. Donc là, il y a déjà beaucoup de nuances en fonction des médicaments qu'on utilise, des doses, etc. On peut vraiment nuancer cette profondeur de sommeil finalement. On a de plus en plus de technologies pour nous aider dans l'anesthésie, de plus en plus de paramètres nouveaux. Par exemple, vous avez vu on a collé des électrodes sur le front, donc c'est un BIS qui va nous permettre de mesurer un peu la profondeur de l'anesthésie. 10-15 ans en arrière, on n'avait pas toutes ces technologies et c'est plutôt très agréable et très rassurant de travailler avec tout ça, avec tout ce matériel. Madame, ouvrez les yeux. Ouais. C'est fini, hein, l'opération. Ouvrez les yeux. On a des priorités en algorithme dans tout ce qu'on fait. C'est le A, le B, le C, le D. Donc le A, on aimerait l'airway, c'est-à-dire que le patient récupère ses voies respiratoires, qu'il puisse respirer, qu'il ait ses réflexes de déglutition. Le B, c'est le breathing, qu'il puisse respirer convenablement à une bonne fréquence. Et le C, c'est qu'il soit stable, hemodynamiquement circulation. Et D, c'est qu'il soit, ses disabilities, c'est qu'il soit réveillé, de nouveau conscient. À l'évolution, c'est formidable. Je trouve de plus en plus, on a toutes les sécurités mises en place. Les puces-mètres, tous les appareils sont mis en place avec les sécurités. Incontestablement, la nouvelle anesthésie, l'anesthésie que vous avez faite, c'est un progrès énorme. Mais ce qui était moins spectaculaire que la grande chirurgie pointue, c'était les résultats que nous obtenions chez les malades âgés. Il n'aurait pas question, mais 5 ans avant, quand j'ai commencé ma chirurgie, d'opérer un malade de 80 ans en anesthésie générale. Il fallait faire des petits trucs en anesthésie locale, puis encore... ensuite de ça, on a opéré même des nonagénaires de mon temps déjà, je pense qu'ils le font régulièrement. Depuis le tournant du siècle, on fait des interventions avec des appareils de plus en plus complexes et qui mettent des contraintes supplémentaires quand même sur le patient, notamment en laparoscopie. En laparoscopie, il faut gonfler le ventre, ça crée une pression dans le ventre qui est quand même significative. Et là, l'anesthésiste se trouve face à de nouveaux défis, pour que son patient aille bien pendant toute l'intervention.
Et puis alors, ce qui s'est passé depuis le début de la décennie, là, c'est que les interventions laparoscopiques sont devenues de plus en plus complexes et de plus en plus longues. Et sans avoir une anesthésie forte et adroite et prévenante, eh bien, on est complètement démuni. Donc là, il y a un binôme qui est fondamental. Alors la place de l'anesthésiste, c'est qu'il doit s'adapter. Il doit s'adapter à des nouvelles contraintes, notamment si vous êtes venu en salle d'opération, vous voyez qu'un robot chirurgical actuellement prend beaucoup de place et parfois se place à l'endroit où l'anesthésiste aimerait être et que donc il y a besoin d'une plasticité cérébrale, d'une plasticité d'adaptation pour garantir la sécurité du malade et permettre de développer, nous permettre de continuer à développer des nouvelles approches qui peuvent être parfois originales ou révolutionnaires. Donc l'anesthésiste est extrêmement important dans ce processus. Et il y a un certain nombre de planifications d'opérations rares qu'on fait avec eux pour savoir comment on arrivera à assurer au mieux la sécurité du malade. Je dirais que l'anesthésie a montré maintenant que c'est une vraie discipline. Hein. C'était que ce soit au niveau des publications, que ce soit au niveau de la structure. Parce que quand je suis arrivé, il y avait un professeur et un privatdocent. Ça, c'était aussi quelque chose d'important vis-à-vis de la faculté. Et que l'anesthésie soit représentée, qu'il y ait des cours d'anesthésie. Moi, j'ai eu ces 20 minutes de cours sur 2 machines. Voilà. Maintenant, les étudiants ont des cours, font des stages, et le stage d'anesthésie est un stage prisé. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Je dirais, c'est pas un élément d'espoir, mais c'est un élément de continuité de cette discipline. Je pense qu'il y a eu une très grande évolution par le fait que dans l'anesthésie, déjà, il y a eu un changement. Pas oublier que, quand moi j'ai dit à Berne que j'allais faire d'anesthésie, on m'a dit « Ah, tu vas être agent du gaz ». En près de 150 ans, l'anesthésie moderne a écrit son histoire. Elle est aujourd'hui une évidence. En silence, elle fait de la médecine d'aujourd'hui, de son quotidien comme de ses prouesses, ce qu'elle est profondément. Sans elle, sans ceux et celles qui la font vivre et grandir avec maîtrise et précision, notre santé, comme notre espérance de vie, serait tout autre. On est légitimé. Maintenant, l'anesthésiste fait partie de la prise en charge chirurgicale. Avant, les chirurgiens pensaient d'abord à leur acte thérapeutique et l'anesthésie était un complément, tandis que maintenant on est une équipe. C'est l'anesthésiste et le chirurgien. L'élément sur lequel je pense l'avenir se situe, c'est que on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que l'enjeu, à mon sens, des prochaines années, c'est que la partie péropératoire ou la partie qui est autour de l'interventionnel étant en grande partie améliorée par tout ce qu'on a fait depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est sur le post-opératoire immédiat que va se situer, je pense, l'enjeu des prochaines années. On dit toujours quand l'anesthésie tousse, l'hôpital est malade. Et c'est vrai, on est vraiment au cœur du plateau technique et on n'a pas le droit à l'erreur. Ça doit tourner 24 heures sur 24, 7 jours par 7, tout le temps. Les peurs qui demeurent, en fait, c'est de ne pas s'endormir, de se réveiller au mauvais moment, voilà, et de ne pas se réveiller. Alors je pense que la clé de voûte de notre métier, même si on est des anesthésistes et qu'on travaille avec des gens qui dorment, c'est la communication. Je pense que c'est court, mais il y a une vraie relation de confiance aussi, du coup, qui se joue, même si elle n'est pas dite dans le regard. Quand on lui parle, et ouais, ok, bon, je vous fais confiance, on y va, allez, c'est parti. Et nous, on s'inscrit finalement dans une espèce de lignée, quoi. Et bon, maintenant, c'est à nous de transmettre aussi aux jeunes générations.